Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co consacrée, vous le savez, à l'actu des plateformes de streaming. Et il y a une plateforme de streaming de plus, on a peut-être arrêté de les compter maintenant tellement il y en a entre les américaines, les françaises, les plateformes indépendantes, les gratuites, les payantes. Cette fois c'est une payante et c'est une américaine et c'est plutôt une grosse plateforme avec beaucoup d'ambition qui arrive puisque c'est Max. Alors Max, ça vous parle peut-être pas beaucoup comme ça, si je vous dis HBO Max, ça vous parle déjà un petit peu plus, c'est l'ancien nom. En fait, c'est la plateforme de streaming du géant américain Warner Bros. Là, pour le coup, normalement, tout le monde connaît. Plateforme qui a donc de grosses ambitions pour son lancement en France. Elle est disponible depuis le 11 juin. On va tout vous dire sur cette plateforme Max avec mes deux invités. Tout d'abord, Thibaut Gomez-Léal. Salut Thibaut. Salut Clément. Thibaut, habitué de l'émission maintenant, chef du service cinéma et streaming des numériques. Tu as pu mettre la main sur la plateforme Max, tu l'as testé dès le lancement hier. Exactement, ça a été une grosse journée de test hier, comme je pense beaucoup de mes confrères. Mais tu as donc arpenté l'interface, la plateforme, tu vas tout nous dire là-dessus. Et en face, c'est Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Hello. Sylvain, désolé, je ne suis pas le patron d'HBO Max. Non, Max, on ne révélera pas les coulisses. Peut-être que Sylvain n'était pas prévu pour cette émission. Exactement. On ne dira pas qui était prévu, si ce n'est qu'il a le même prénom que moi. On s'arrêtera là. Sylvain, tu es très bien aussi, on t'adore, journaliste à Tech & Co. Toujours à l'affût des actus streaming, évidemment. Max, tu ne pouvais pas passer à côté. Et tu as aussi fait tes petits tests hier soir. Exactement, via Canal+. Tout à fait, parce qu'on va en parler. Effectivement, Max est disponible via l'offre Canal. On va détailler tout ça. Max, vous allez tout savoir. C'est parti pour le débat de la semaine. Je le disais donc, une nouvelle plateforme, il y a Netflix, il y a Disney+, il y a Prime Video, il y a Apple TV+, il y a même Paramount+, si, c'est encore disponible, même si vous ne le saviez plus. Eh bien, c'est un autre géant américain qui fait le pari du streaming, pari risqué, on a vu que c'était pas forcément évident, même pour les plus gros acteurs de s'en sortir. Je disais donc, c'est Warner. Faut-il présenter Warner, un géant de l'industrie du divertissement américain, évidemment le cinéma depuis quasiment plus d'un siècle maintenant, et qui a acquis au fil du temps des chaînes de télé, des réseaux, des plateformes, etc. Et qui donc en a fait un aggloméré pour construire cette plateforme Max, qui est disponible donc depuis le 11 juin. On va faire un petit résumé. Allez Thibaut, tu vas t'y coller. Globalement, c'est quoi Max ? Qu'est-ce qu'on trouve dessus globalement ? Quoi l'offre Max ? Alors oui, résumé Max, effectivement tout un challenge. Tu l'as dit, c'est le service de streaming, donc SVOD par abonnement du géant Warner Bros Discovery, puisque effectivement une des acquisitions au fil des années. Tout à fait, c'est on va dire l'enfant de la fusion entre Warner Bros d'un côté, Warner Media d'un côté, qui, comme tu l'as dit, il y a le studio de cinéma et tout ce que ça va avec, et Discovery qui est aussi un conglomérat de médias dans lequel il y a quand même beaucoup plus de chaînes de télévision. Il y a Eurosport, mais il y a aussi beaucoup de chaînes de télé-réalité, des choses qui, nous en France, on n'a pas trop, mais qui sont très très américaines dans l'esprit. Et Warner, tout simplement, c'est un peu ce mélange de deux mondes un petit peu qui ne vont de prime abord pas ensemble, mais qui quand même se retrouvent sur le même service de streaming qui est donc Max. Et donc sur Max, on a à la fois les séries, les programmes premium de HBO, mais aussi du sport avec Eurosport, mais aussi de la télé-réalité avec TLC, Discovery Channel, enfin plein de programmes, un peu les programmes qu'on peut retrouver un peu de notre côté sur W9, Énergie 12, ou ces chaînes, on va dire, de la TNT un petit peu parfois lointaines. Donc c'est un peu le mariage comme ça de deux atmosphères, de deux idées pour un service qui se veut le plus diversifié possible, et qui veut concurrencer directement Netflix, Prime Video en France. Alors on va détailler sur un peu tout ça. Avant, on va quand même donner quelques chiffres puisque on parle toujours prix dans cette émission. Une plateforme, de ça a un prix. De l'argent. Sylvain, ça coûte combien de s'abonner à Max ? C'est quoi les offres ? Alors, c'est un peu honnêtement, quand j'ai commencé à regarder la grille tarifaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette galère ? Ça manque quand même globalement un peu de clarté, on va pas se mentir. Alors, je crois que ça commence à 5,99€, c'est ça ? Avec un palier à 11,99€ et un autre palier à un peu plus, avec à chaque fois des bonus supplémentaires. On sent qu'ils veulent en faire un produit d'appel. En plus de ça, c'est disponible avec l'abonnement Canal+. Donc, c'est plutôt une bonne chose en soi, mais il y a tellement de
de petites options ici et là en fonction du prix que vous payez, le consommateur moyen qui ne se pose pas vraiment ce genre de questions, il va pas s'en sortir. Oui, en fait. c'est-à-dire que sur le papier, ça ressemble aux offres assez classiques. Il y a une offre basique avec pub, peu de possibilités d'écran simultané, zéro téléchargement, je crois d'ailleurs. Une offre intermédiaire. Avec un nombre limité de téléchargements, voilà. Ça c'est du jamais avec vu. Un nombre limité de téléchargements, effectivement, pas de pub pour le coup. C'est ça. Et qualité de résolution Ultra HD classique. Normal. Et cette offre premium qui est donc à 14,99 je crois. 13,99 peut-être. 13,99. Qui elle propose de la 4K, du son Dolby. C'est ça, faut être équipé pour le coup. Voilà, tout le monde n'a pas une barre de son pour aller avec. Et là, pour le coup, on a plus de téléchargements, il y a plus d'options, etc. Donc ça ressemble à du classique, mais effectivement, il y a des petites options. On peut s'abonner à une option sport, notamment pour 5 € de plus, des petites choses comme ça. On va reparler du sport après. On va faire les choses dans l'ordre. On va prendre Warner dans son historique. On va commencer par le cinéma, puisque force de frappe de Warner, c'est d'abord cet immense studio de cinéma, plus de 100 ans d'histoire depuis l'année dernière, centenaire depuis l'an dernier. Ça veut dire quoi concrètement en termes d'offres de films? Est-ce que c'est la meilleure offre de films qu'on puisse avoir sur une plateforme de streaming? On va dire, c'est leur argument principal. On va dire, c'est ce catalogue assez imposant. C'est un peu qui est-ce qui a le plus gros catalogue, parce que c'est vrai que Warner, tu l'as dit, ça fait partie, ça a été Warner Pictures, Warner Bros, l'un des majors américains du cinéma depuis les années 1910-1920, donc c'est depuis c'est très ancien, on va dire. Donc ils ont toute cette histoire avec ces films emblématiques, ces classiques. Ils ont dans leur escarcelle Blade Runner, ils ont les Matrix, ils ont la Mad Max, ils ont Harry Potter, ils ont toutes ces grosses franchises extrêmement fortes, et c'est vrai qu'ils vont jouer à fond là-dessus parce que c'est quand même une carte à jouer assez importante, donc c'est pas rien du tout. Donc c'est vraiment, sans doute, quand on regarde les concurrents, Prime Video, Netflix et autres, ils font peut-être jeu égal avec Disney à ce niveau-là. C'est que, comme Disney qui a Star Wars, Marvel et compagnie, eux, ils ont quand même ces grosses franchises assez impressionnantes. Ils ont les super-héros aussi, ils ont les super-héros, ils ont Batman, c'est chez eux. Et tu rajoutes à ça, sans doute l'une des plus belles marques de la télévision américaine, HBO. Ouais. Donc effectivement, à ce niveau-là, ils ont un catalogue le plus intéressant et le plus impressionnant, on va dire, en termes de qualité, pas en termes de quantité, parce que encore une fois, le lancement est sans doute peut-être un peu court par rapport à ça, mais en termes de qualité, il faut avouer que c'est quand même assez impressionnant. Sylvain, t'as acheté un œil toi un peu hier soir, t'es d'accord avec ça? C'est un beau catalogue quand même de films, de docu aussi. Alors évidemment dans les limitations évidentes de la loi française en matière on rappelle que la chronologie des médias s'applique à la plateforme. Il n'y a pas le dernier Animaux Fantastiques, bon est-ce ça là je ne sais pas, mais voilà, en tout cas il n'y a pas ce genre de choses. Non, oui, effectivement je suis d'accord, le catalogue de Warner, honnêtement on peut véritablement le comparer à ce que fait Disney, à ce qu'a Disney sur Disney+. On sent aussi beaucoup qu'ils s'appuient de toute façon, et ils sont obligés de s'appuyer sur ces marques-là pour s'imposer dans un premier temps dans le paysage de la SVOD française, parce que les premiers vrais gros contenus originaux, même étrangers, à part Game of Thrones, n'arriveront pas avant plusieurs mois. Donc, du coup, il y a une nécessité de faire son beurre sur ces licences-là. C'est les seuls à avoir toute la saga Harry Potter, mine de rien. Ouais, voilà. C'est invisible en streaming depuis des mois. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Donc, ils les ont enlevés de Netflix, d'Amazon Prime ces derniers mois. Petit à petit, de toute façon, on l'a vu, il y a eu de plus en plus de films Warner qui ont quitté les autres plateformes de SVOD pour renforcer l'axe. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un joli catalogue. Après, effectivement, on va en parler, c'est pas encore suffisant, je pense. Ouais. Vous avez tous les deux mentionné HBO, qui est une marque effectivement très importante de la télé américaine, qui est devenue très importante en France ces 10 dernières années, avec des séries qui sont vues, en tout cas, peut-être à juste titre, comme les plus qualitatives du marché. Quelques exemples, évidemment, beaucoup de gens l'ont connu avec Game of Thrones. Oui. Avant ça, il y avait déjà eu des classiques comme Les Sopranos, comme Sur Écoute. Puis après Game of Thrones, il y a eu The White Lotus, il y a eu Succession qui s'est terminé récemment. Voilà, tout un an. Il y a eu Westworld aussi, tout un ensemble de séries extrêmement qualitatives. En ce moment, HBO, c'est quoi? C'est House of the Dragon, le spin-off, le prequel même de Game of Thrones, qui commence là dans quelques jours, au moment où on enregistre cette émission, qui est un peu qui fait office de lancement, on va dire, en France, ça concorde en termes de date. Jusqu'ici, toutes ces séries, elles étaient
éparpillés. Il y en avait un peu chez Canal, il y en avait un peu dans le Pass Warner de Prime Il y en avait Video. aussi beaucoup sur OCS, mine de rien. Il y en avait sur OCS avant que le service ferme, effectivement. Ça veut dire que là, tout est sur Max, tout HBO, toutes ces séries que je viens de mentionner sont sur Max aujourd'hui ou pas? Eh Il est bien candidat. non. Il est candidat. Eh bien non, on aurait aimé que ces Bah, Naïf séries-là me soient- perdra. Quelque chose me dit qu'il connaissait déjà la réponse. Pas du tout, j'improvise cette émission au fur et à mesure. On aurait adoré effectivement qu'il y ait l'intégralité. C'était aussi un peu la promesse, hein, effectivement, tu l'as dit. Pendant des années, nous en France, on a été habitués à aller chercher du HBO par-ci, HBO par-là. Et là, pour la première fois, on avait tout HBO à un endroit. Eh bien non, c'est pas tout HBO, puisque comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal d'absents. Il y a Westworld qui n'est pas là. Moi, il y a une série que j'adorerais revoir une fois en streaming et que beaucoup de gens peut-être ont oublié parce qu'elle est assez emblématique des années 90, mais Oz, la série Oz, qui a posé ce système, ce modèle HBO avant même Les Sopranos et avant même d'autres séries avant elle, elle n'est pas là non plus. Donc il y a plein d'absents comme ça et on croise les doigts pour que dans les prochaines semaines ces manques-là se résorbent et que HBO se gonfle. Mais non, il faudra attendre pour avoir un total HBO disponible en France. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait finalement, à la fin, moins de choses que sur OCS. Ah ouais, à une époque. Parce que c'est vrai qu'OCS a été complet à un moment donné. C'est plus le petit corner sur MyCanal. C'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour regarder les séries, les documentaires, les films de HBO, parce que c'est aussi des films HBO. Je pense que HBO représente vraiment quelque chose d'hyper premium parce que c'est la seule chaîne américaine qui méritait qu'on s'abonne pour son équivalent, donc OCS, à l'époque, pour regarder Game of Thrones. En plus, c'était disponible en simultané. C'est une des premières. Dès le lundi, on avait les épisodes. Donc, mais c'est vrai qu'arrivé en France, on se rend compte que tout n'est pas là. Alors évidemment, il y a le principal, il y a tout Game of Thrones, etc. Il y a Sex and the City. Oui, on pinaille, mais bon, c'est important. Mais c'est vrai qu'il manque, il y a des cruels manques à ce catalogue, mais parce que ces derniers mois, Warner, d'une manière générale, a un peu fait n'importe quoi avec ses droits, en refilant à Amazon. Je crois qu'il y en a aussi sur M6+, TF1+, également. Netflix aussi, il y a des contenus HBO qui sont arrivés sur Netflix. De manière un peu... Donc il manque, je pense, vraiment des grosses séries comme Westworld, comme Oz, pour vraiment qu'on se dise ok. Et en même temps, il leur faut de nouvelles sorties dans les prochaines semaines. Parce que, comme je le disais, il manque encore... les prochaine grosse série après House of the Dragon, c'est pas avant la rentrée. Donc de fait, ils vont faire comment en fait, Max? On va avoir Friends qui arrive. C'est qu'on nous a un peu vendu. En France, vous allez récupérer Friends qui était sur Netflix, qui va du coup switcher au 1er juillet et revenir sur Max. Bon, c'est bien, Friends, c'est du fond de catalogue, comme on dit. Ça fait pas s'abonner les gens, mais ça peut les aider à rester. Alors ça dépend. Netflix, fut un temps, alors je sais pas si c'est encore le cas cette année, mais en 2022, c'était une des raisons pour lesquelles Netflix dépensait 100 millions de dollars par an pour être sûr d'avoir les droits. Ça va peut-être aider Max, en tout cas au lancement, mais c'est vrai que tu l'as un peu évoqué, Sylvain. C'est où les nouveautés? C'est quoi qu'est-ce qui fait que moi j'ai déjà vu Game of Thrones, j'ai déjà vu Succession. Oui, mais tu as envie de les revoir. Pourquoi je m'abonnerais à Max? House of the Dragon saison 2. J'ai pas le temps. Qui arrive. J'ai pas le temps de revoir Game of Thrones. J'aurais adoré revoir tout Game of Thrones et même la saison 1 de House of the Dragon avant de commencer la deuxième. Effectivement, on l'a dit, là il y a House of the Dragon qui arrive, qui est quand même, on peut pinailler, c'est quand même un événement série de l'année. On l'attend quand même cette saison 2. Il va falloir attendre septembre puisqu'on va avoir la série The Penguin qui arrive, on va avoir la série du film The Batman avec Colin Farrell, on va avoir la série sur Dune Prophétie, on va avoir la série sur Ça, le clown tueur. Donc il y a comme ça des nouveautés qui vont arriver, mais comme tu l'as dit, il va falloir attendre 3, 4, 6 mois, parfois 1 an pour commencer à ce que cette plateforme Max gagne ce petit supplément d'âme qui va nous faire nous abonner, et surtout on attend tous 2026 puisqu'en 2026 il y a la série Harry Potter qui va raviver les droits de cette saga. Beaucoup de fans, je pense. Évidemment. Parce que alors, j'ai bien compris, le principe, ça va être de refaire Harry Potter. C'est que c'est pas une autre histoire. C'est l'histoire des livres, mais ça fait 25 ans, il faut refaire les films. Les gens ont oublié. Ça y est, c'est fini maintenant. C'est vrai. Vous avez une plateforme? Non, on n'a pas de plateforme. Ils sont là les films. Non, on va refaire la série. Qui se souvient encore des acteurs? Qui se souvient de Daniel Radcliffe? Qui se souvient des films? C'est terrible. Un quart de siècle, plus personne n'était. Voilà, c'est la saga de mon enfance. Je suis déjà ringard. Voilà, on va déjà refaire mon enfance. Normalement, je pensais que j'aurais au moins 30 ou 40 ans avant ça. Mais oui, c'est sûr que ce sera effectivement ça, peut-être le gros moteur d'abonnement quand même. Ça reste une des licences les plus fortes aujourd'hui, en tout cas en termes de franchise hollywoodienne. Il y a aussi là, on parle beaucoup de séries américaines. On sent bien que le lancement de Max en France n'a pas été pensé pour la France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu spécifique pour nous aujourd'hui. En revanche, ils ont prévu des séries françaises quand même.
ils sont obligés en fait. Ils sont quand même obligés. Ils arrivent dans l'Hexagone, ils sont obligés, on va dire, de faire travailler les studios français, de faire travailler les talents français, j'ai envie de dire. Et comme Netflix l'a fait, comme Prime, comme Disney+, on va avoir sur Max le droit à quelques productions locales comme ça. Et d'ailleurs, lors de la présentation le 30 mai dernier, Clément Schwebig nous en a présenté quelques-unes de ces productions. On va avoir Une amie dévouée avec Laure Calamy qui est sur l'histoire sur la mythomane du Bataclan, qui devrait arriver d'ailleurs à la fin de l'année. Enfin, l'automne, les annonces. C'est ça, on aurait presque aimé avoir un lancement finalement. Ouais, on aurait aimé avoir produit d'appel pour la France, de se dire tiens, quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas le meilleur produit d'appel. Non, mais après, il y a peut-être des petites choses prometteuses, sachant qu'ils ont annoncé une série sur Merteuil, donc sur les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, donc une série d'époque, peut-être un petit peu ambitieuse visuellement. On verra, ça a été annoncé pour l'instant avec Diane Kruger, qui est vraiment pré-production, en pré-prod, donc pour l'instant c'est dans les tuyaux. Il y a la série Malditas, c'est ça, Malitos, qui est sur une famille gitane dans le sud de la France, une espèce de guerre de gang. Qui m'a donné un espèce de vibe Peaky Blinders, moi, dans les photos, la description. Et un documentaire sur le FC Montfermeil, qui est un club de foot de la région parisienne où il y a beaucoup de talents du football français qui émergent, et ça peut être assez intéressant. Ça peut être un peu un Sunderland Till I Die comme sur Netflix. Et on sent que les documentaires sportifs, de toute façon, ça marche bien, ça marche bien, ça coûte pas forcément extrêmement cher à produire. Ils prennent un angle intéressant. Ils prennent un angle intéressant par sur ce docu, parce qu'on en a vu beaucoup sur des clubs de foot. Là, le fait que ce soit c'est des U17 en fait. Donc on va voir sur leur dernière saison avant soit de passer pro, de signer, soit finalement devoir faire une croix sur le football professionnel. Ça, j'attends plutôt, moi. Qui va être intéressant. Moi, ma seule crainte, c'est que j'ai cru voir sur le dossier de presse que c'était 5 épisodes prévus, ce qui est quand même très court. C'était notre débat de la semaine dernière dans l'émission. Série de plus en plus courte, 5 épisodes de 30 minutes. Tu dis que t'as pas le temps. Bah ouais, regarde. J'ai pas le temps, mais j'aimerais qu'on me raconte des histoires complètes quand même. 5 fois 30 minutes, faites un film, faites pas une série. Lost à l'époque, il y avait 23 épisodes. C'est bien. Et on allait au bout. On va terminer par le troisième pilier. On a vu le cinéma, les séries. Ce qui va peut-être faire la vraie différence pour Max par rapport aux autres, c'est le sport quand même, non ? Parce que là, il y a une vraie offre de sport. La possibilité, donc j'ai désactivé une option sport à 5 euros de plus par mois par rapport à son abonnement. Qu'est-ce qu'on a pour 5 euros de plus par mois ? Mais on a tout, on a plein de choses. Effectivement, en fait, Warner Bros Discovery, dans son escarcelle, a quand même quelque chose d'intéressant qui est Eurosport. Et Eurosport, pour nous, dans notre jeunesse, c'était ce chapelet de chaînes diversifiées où on pouvait regarder le sumo à 2h du matin. Tout à fait. C'est un petit peu l'idée. Effectivement, quand on prend cette option sport, on a le droit à un onglet sport dans lequel vous allez trouver en vrai une multitude de sports, allant du curling au VTT, au cross, à la Formule E. Enfin, il y a vraiment une multitude de sports assez dingue. Avec quand même, du skateboard ou des choses comme ça. Comme principaux sports qui vont intéresser les gens, c'est le tennis. Il y a évidemment le tennis, avec le cyclisme, le 2 grands chelems, je crois. Les sports mécaniques, l'athlétisme qui va arriver. Tout à fait, ouais. Golf, il y a vraiment une offre assez impressionnante, il faut l'avouer, qui se rapproche de ce que faisait Eurosport historiquement, mais aussi de ce que peut proposer France Télévisions en termes de quand il y a un événement comme l'athlétisme ou Roland Garros. Le Tour de France, on a le Tour de France, voilà. Donc on a comme ça cette offre avec à la fois la possibilité de voir des lives, et donc on a comme ça tous ces canaux live. On peut passer d'un canal à l'autre et de voir des replays, de voir des moments forts, de voir des moments clés, des choses comme ça. Donc on va dire que l'offre sport, c'est sans doute l'argument clé, surtout avec l'arrivée des JO. C'est ce que j'allais dire, puisque donc ça, pour le coup, c'est peut-être vraiment l'offre de lancement en tant que telle, en France en tout cas, puisque donc Max, via Eurosport, est le diffuseur payant des Jeux Olympiques. Il y aura effectivement France Télé pour la partie gratuite, bien sûr, et Eurosport qui, elle, va pouvoir diffuser en intégralité toutes les épreuves. C'est-à-dire je crois que Max nous parle de 62 canaux simultanés pour regarder l'intégralité des épreuves. Ça, pour le coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, il y a une équipe, c'est une chaîne qui est bien en place, avec des droits, qui a l'habitude de retransmettre ce genre d'événement. Ça va être un événement en France, forcément des gens vont tenter l'aventure Max là-dessus quand même, non ? Bien sûr, et en plus, donc là, ils ont les JO 2024, mais ils ont aussi ceux de 2028, et ils ont ceux jusqu'à 2032, il me semble. Donc ils couvrent comme ça, ils se posent vraiment en référence du sport payant, tu l'as dit, en France, en faisant la nique, on va dire, à beIN Sport et aux rivaux directs. Donc c'est on va dire, un move très local, dans le sens où effectivement ça se joue vraiment en France, spécifiquement en France, avec cette dimension JO, etc. Mais c'est pas à négliger, et c'est l'un de ses atouts. D'autant que si on fait un peu les comptes, qu'on se dit qu'on prend l'option la moins chère à 5,99 € avec pub, et qu'on paye 5 € pour l'option de pub, c'est toujours moins cher que pour 11 €. Bien sûr, Pour 11 €, vous avez énormément de sport
énormément de séries, énormément de films. Ça reste même c'est des sports secondaires, mais pas des sports secondaires entre guillemets. Oui, vous n'aurez pas de foot, quoi. Il n'y a pas de foot, par exemple. En fait, c'est le gros manque d'Eurosport, c'est effectivement qu'il y a un manque de foot. Mais après, c'est là où justement l'abonnement avec Canal+ est intéressant, parce que du coup, pour le coup, pour ceux qui se posaient la question, Max est intégré directement sur Canal+, comme les Apple, etc. On n'est pas obligé d'aller sur le site de Netflix ou Disney+. Donc, c'est directement via MyCanal, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, mais effectivement, pour le sport, en fait, si on prend l'abonnement Canal et qu'on a cette option de Eurosport, on a a priori via Canal accès à l'intégralité des sports, mais vraiment l'intégralité. Là, pour le coup, c'est certes, et puis après, on part sur des montants. On n'est pas à l'abri vu les galères de droit TV, la Ligue 1, etc. Que Eurosport à un moment se dit tiens, pourquoi pas nous. Alors pour avoir interrogé Clément Schwebig sur la question, ils ont dit effectivement qu'ils étaient très très contents d'avoir on va dire l'historicité de l'ADN d'Eurosport pour l'instant, et que c'était pas à l'ordre du jour, mais qu'ils ne se refusaient rien pour les prochaines années. Oui, c'est pas à l'ordre du jour jusqu'à ce qu'il n'y a dépensé que 250 millions d'euros. Voilà. C'est les 2 € et un mars. Le prix des droits baisse tous les jours, donc potentiellement ils vont peut-être avoir. Juste un mot pour terminer. Vous avez tous les deux testé hier la plateforme. En un mot, qu'est-ce que vous en avez pensé en termes d'interface pour ceux qui vont s'abonner? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on s'y retrouve facilement, Sylvain? Alors moi, je l'ai testé via Canal, donc honnêtement, l'interface est très bonne comme celle de Canal. De toute façon, le moteur de recherche est plutôt bon. Ça cherche bien les bonnes séries. Il y avait un souci avec Paramount+ au début, donc ils ont l'air d'avoir corrigé ce problème avec Max. Donc globalement, on se sent un peu comme à la maison. On n'a pas du tout besoin de changer de site comme on pourrait le faire avec Netflix ou Disney+. Donc de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Et via l'application, ça donne quoi? Moi, pour avoir testé ça en OTT, je vais dire, oui, tu as raison, c'est que c'est une plateforme qui est une tech qui est simple, efficace, épurée, peut-être un peu trop épurée dans le sens où il manque quand même quelques options assez intéressantes qu'on peut retrouver sur Netflix. Il manque quand même quelques pistes audio ou pistes sous-titres. On reste beaucoup sur du l'anglais français et basta. Il manque peut-être quelques classifications supplémentaires, genre par rapport à l'humeur, par rapport à la durée des films, par rapport aux années, on va dire une finesse de recherche qu'on a sur Netflix. Si on cherche un film par son titre, on va le trouver. Si on cherche par l'année, on va pas le trouver. Ou par un film feel good, par exemple, on ne trouvera aucun film. Film des années 50, on trouvera aucun film des années 90 non plus. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut, parce que Max, pour l'instant, on va dire la recherche n'est pas aussi fine que sur Netflix ou autre, mais on va dire que ça fait le taf. Très bien. Et bien un lancement donc pour l'instant relativement intéressant, avec une offre et une interface donc ils peuvent s'améliorer encore. On va mettre une note de 12 sur 20 peut-être pour le lancement, 12, 13 dans ces eaux-là. 14 quand même. 14, on monte à la mention. Mention bien. Mention bien pour le lancement. Allez, ça c'est fait. En plus c'est la période du bac, donc on est bon. On va passer à la deuxième séquence de cette émission. C'est nos séries de la semaine pour terminer. Et on va faire un enchaînement assez logique. Je me tourne vers toi, Thibaut, puisque la série que tu vas nous recommander est une série dont on peut parler. Elle n'est pas encore dispo, mais elle est très attendue. J'en ai dit un mot tout à l'heure. C'est la saison 2 d'House of the Dragon, qui arrive donc sur Max en exclusivité. Exactement. Suite du préquel de Game of Thrones. C'est vraiment la grosse série du moment sur Max. Succession est terminée. Voilà, c'est vraiment le produit phare, on va dire, de Max. Qu'est-ce que vaut cette saison 2 ? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est toujours aussi bien? Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Eh bien, bonne nouvelle, c'est toujours aussi bien. Alors, on se souvient, en 2022, House of the Dragon était sorti. On avait peur parce qu'on se disait, est-ce qu'une série, une suite, une préquelle allait pouvoir exister après la cultissime Game of Thrones? Et House of the Dragon avait un peu mis tout le monde d'accord, public et critique, puisque c'était une série qui était de qualité à plein de niveaux, en termes d'écriture, en plein de spectacles, en termes d'ambition. Et cette saison 2, elle est directement dans la droite ligne de la première saison. Et même, j'ai envie de dire, elle ne perd pas de temps, puisqu'elle a dit, bon, écoutez, on a passé une saison à poser les enjeux. Maintenant, saison 2, dès les premiers épisodes, parce que j'ai pu voir juste les premiers épisodes de la série, dès les premiers épisodes, on rentre dans le vif du sujet, et c'est plus brutal, c'est plus incisif, c'est plus guerrier, c'est un peu plus rythmé et dynamique. On a plus ces flashbacks effectivement qui reposaient comme ça, explicative, mais comme l'était la première saison de Game of Thrones. Mais voilà, on avait besoin de cette première saison un petit peu qui posait les bases avec ces flashbacks qui revenaient dans l'air. Là, on ne
on ne repart plus en arrière, on va droit devant et on va à un rythme assez dingue. Et dès les premiers épisodes, je pense que la série a cette capacité d'aller choper le spectateur vraiment, parce qu'il se passe des choses assez impressionnantes, assez on va dire captivantes, attrapantes dès le départ. Et des screeners finalisés, ou est-ce qu'il y avait encore des scènes qui étaient non, pas ils sont je me rappelle, il y a 2 ans, on avait reçu les screeners très en avance avec parfois juste des effets spéciaux. Disons que les dragons. Ici, un dragon. Il fallait avoir l'imagination pour les voir. Oui, non, là, ils étaient bien finalisés. Et puis, on a cette qualité HBO qui est fou. C'est vrai que quand on a vu des séries Star Wars ou Marvel où on avait cette impression de filmer dans un hangar avec des fonds verts, des choses comme ça, là, on a une série qui a visuellement un souffle, une ambition et qui est une beauté folle. On voit les images sur l'écran derrière nous. Là, on a cette dimension de monde qui s'ouvre, parce que la première saison était peut-être un peu dans les couloirs, un peu dans les corridors, un peu dans de l'intime. Petite guerre politique, quoi. Cette saison 2 pousse les potards au maximum et surtout ouvre son monde au reste de Westeros. Et c'est, il faut le dire, fou. Il y a du dragon. Les dragons sont assez timides au début. Mais je pense qu'ils vont se réveiller dans la suite de la saison, que je n'ai pas vu encore, mais en tout cas pour les premiers épisodes. C'est plus cher, on les garde pour la fin. Oui, voilà. On les garde pour la fin. C'est les money shots, donc ça va arriver, mais effectivement, c'est une saison 2 qui démarre bien. Moi, j'ai vu les 2 premiers. Pour l'instant, j'avoue que j'ai été assez séduit aussi. C'est dans la droite veine. Donc voilà, regardez, si vous avez aimé la saison 1, vous ne voudrez pas rater la saison 2. C'est dispo à partir du 16 juin sur Max. Et on va terminer avec le coup de cœur de Sylvain. Cette fois, on va rester sur une série en costume. Oui, mais léger changement d'ambiance. Voilà, tout à fait. On va partir sur Netflix avec l'autre grosse série phare du moment quand même. C'est un hit pour Netflix. C'est les Chroniques de Bridgerton. Exactement. Saison 3, partie 2, c'est ça. Tout à fait, la partie 2 qui sort demain au moment où on enregistre cette émission. Tout à fait. Et le 13 juin. Voilà, la partie 2 avec énormément de choses en tout cas qui vont a priori se passer pour l'un des... tous les personnages de la série, mais surtout effectivement le personnage de Pénélope, qui est le personnage principal de cette saison, puisqu'on le sait, chaque saison il y a 1 ou 2 voire 3 personnages principaux. Moi je dois dire que honnêtement Netflix, même si la saison 3 est un cran en dessous de la saison 2, Netflix a quand même réussi avec Bridgerton à me faire aimer une série en costume de ce type-là. Parce que effectivement, moi, le premier a priori que j'ai eu sur Bridgerton, c'est que c'était ultra niais, que c'était pas forcément très bien écrit. Et d'ailleurs, les livres ne sont pas très bien écrits, contrairement à ce qu'on peut dire. Mais par contre, en fait, la série est vraiment sauvée par l'interprétation de ces différents acteurs. Le casting est toujours fabuleux. L'écriture quand même de Shonda Rhimes, c'est ça, est plutôt assez fameuse quand même par moment, notamment quand il faut parler des gestes un peu sexuels, etc. Il y en a beaucoup cette saison 3. Et puis il y a aussi cette manière de glow up les acteurs masculins dans cette série, toujours assez fascinant. Je pense que le personnage de Colin est un exemple même de comment est-ce qu'on peut rendre un personnage beau alors qu'on l'a rendu très moche les 2 premières saisons. Donc voilà, cette partie 2, en tout cas de ce que j'en ai vu, puisque je n'ai pas vu encore tous les épisodes, elle est bien meilleur que la partie 1, donc ceux qui n'avaient pas forcément apprécié le rythme et le côté un peu bête des dialogues en auront un peu pour leur argent sur cette deuxième partie. C'est aussi, je pense, un moyen de rendre la série un peu plus adulte, cette seconde partie, et c'est plutôt prometteur d'ailleurs pour la 4e saison, puisqu'il y en aura une 4e évidemment, comme on s'en doute. Et surtout, là encore, dans la première saison de House of the Dragon, on avait ce côté très couloir, etc. Dans la première partie de la saison 3, c'était pareil. Dans la deuxième partie de la saison 3, par contre, on est sur quelque chose de plus extérieur, avec plus d'argent. Donc franchement, vraiment une très bonne série, un gros coup de cœur. Et si vous voulez commencer Bridgerton, faites comme moi, allez voir La Reine Charlotte, le spin-off qui se déroule bien avant la série d'origine, parce que c'est un excellent moyen de découvrir la série. Oui. En un mot, le fait qu'elle soit coupée en 2 parties, est-ce que c'est juste un gimmick pour garder les abonnés? Ça n'a pas de narrativement parlant. Alors évidemment, ça se termine sur un cliffhanger, mais honnêtement, c'est un gimmick complet. Très bien. L'événement. Voilà, oui, on en a maintes fois parlé dans cette émission, c'est une des techniques de Netflix maintenant pour garder ses abonnés. Les Chroniques de Bridgerton, donc, partie 2, saison 3, c'est pas une disserte, si on reste dans le thème du bac, on est vraiment sur une série. Dispo le 13 juin sur Netflix. Merci Thibaut, merci Sylvain d'avoir été avec moi pour cette émission. Si vous l'avez raté, vous avez raté une partie, vous êtes arrivé en cours de route, aucun souci, on est en podcast, en replay partout, le site de Tech & Co, Spotify, Apple, etc. Ne nous ratez pas, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une émission inédite.